Bonjour à tous et bienvenue à ce dossier sur l'intrication quantique, bien sûr d'actualité avec le prix Nobel d'Alain Aspect il y a quelques semaines, tout à fait remarquable et remarqué. En fait, la physique quantique et la relativité, ce sont des idéaux, on pourrait dire, qui ont bercé ma jeunesse. Quand j'étais lycéen, je pensais m'orienter vers des travaux de recherche dans l'un ou l'autre de ces domaines pour découvrir les mystères de l'univers et voilà, comprendre vraiment la nature du monde. Et effectivement, donc j'étais assez loin dans ces travaux. J'ai commencé une thèse ensuite en physique théorique. Et puis à l'âge de 25 ans, j'ai rencontré le Dalai Lama et des grands lamas tibétains. Et là, c'était une autre révélation, et la révélation de la conscience après celle de la science. Et en fait, j'ai passé une bonne partie de ma vie justement à travailler sur ces deux tableaux, hein, ce que la science nous révèle, la science moderne, et puis ce que la conscience nous révèle, enfin nous a toujours révélé avec la sagesse bouddhiste. Et en cela, je ne suis pas très original parce que dès les années 1980, le Dalai Lama a invité les plus grands scientifiques du monde entier à des colloques qui s'appelaient Mind and Life, très beau titre. Et chaque année, donc, il y avait des biologistes, des physiciens, des mathématiciens, des philosophes aussi, et des psychologues sur des thèmes comme la conscience, la matière, le cosmos et ainsi de suite. Et quand on a présenté la physique quantique au Dalai Lama, il a dit, d'abord il s'est fait répéter plusieurs fois l'explication, et puis quand il l'a bien entendu, il a dit mais c'est extraordinaire, on dirait le Madhyamika moderne. Le Madhyamika, c'est la plus haute philosophie bouddhiste, celle qui parle justement de déconstruire tous les concepts, toutes les solidifications, toutes les croyances sur le réel qu'on peut avoir pour accéder à la dimension pure de l'éveil. Et Dalai Lama est vraiment un spécialiste du Madhyamika, et il a dit s'il y avait de nos jours un Madhyamika, ça serait la physique quantique. Donc vous voyez à quel point on ne tire pas la comparaison là quand on fait le lien entre les deux. Donc mon propos aujourd'hui, c'est de vous parler, de vous expliquer brièvement, simplement ce que c'est que l'intrication, et puis après de voir un petit peu les interprétations philosophiques, spirituelles, les implications donc de cette intrication sur notre vision du monde, sur notre vision du réel. Alors pour commencer, on va attaquer tout de suite avec un des grands principes de la physique quantique qu'il faut comprendre si on veut comprendre tout le reste, c'est le principe de la superposition d'états. C'est-à-dire que on va prendre un exemple simple, on va prendre l'exemple d'un photon. Un photon, c'est une petite particule de lumière, et le photon, il est polarisé. Vous savez que c'est le principe des lunettes de soleil, si vous voulez, qui joue sur la polarisation de la lumière pour obtenir des effets de couleurs, de filtres et ainsi de suite. Et on va supposer donc pour simplifier, qu'un photon peut être polarisé à gauche ou à droite. Et on a ce qu'on appelle des filtres polariseurs qui permettent de voir si c'est le cas. Un filtre polariseur gauche, par exemple, laissera passer les photons polarisés à gauche, mais arrêtera les photons polarisés à droite. Donc c'est très facile, voyez-vous, de voir si on a affaire à un photon polarisé à gauche ou à droite. Bon, très bien. Et dans certains cas, en physique quantique, on émet des photons, par un système de laser en particulier. Et ces photons, eh bien, figurez-vous qu'ils sont à la fois polarisés à gauche et à droite. C'est-à-dire qu'en fait, leur polarisation n'est pas définie. Et au moment où ils passent par le filtre, il y en a de façon aléatoire, 1 sur 2 qui s'arrête à gauche, et 1 sur 2 qui est arrêté par le filtre, et 1 sur 2 qui traverse, comme vous le montre la petite animation que vous voyez en ce moment. Et ces photons sont tous identiques. Ils sont tous identiques, et pourtant, de façon aléatoire, eh bien, le polarisateur de gauche en arrête de temps en temps un et en laisse passer un autre. Alors, quelle est l'explication que donne la physique quantique de ça? C'est que le photon, il est dans un état superposé à la fois à gauche et à droite. Il est dans les deux états à la fois. Et donc, un petit peu, si vous voulez, pour prendre une image un petit peu simplifiée, une pièce de monnaie que vous lancez dans le ciel, pendant qu'elle tournoie dans le ciel, elle est ni sur pile ni sur face. On pourrait dire qu'elle est potentiellement dans les deux états à la fois. Par contre, si elle tombe dans ma main, elle va évidemment aussitôt, autrement dit quand elle est mesurée, quand elle est examinée,
eh bien elle va tomber sur pile ou sur face. Mais évidemment, elle peut tomber sur face dans ma main et sur pile dans la vôtre, de façon aléatoire. Alors c'est bien sûr une image qui a ses limites, l'image de la pièce de monnaie, mais bon, elle donne une première idée. Et donc, vous avez donc cette indétermination. Alors ça, c'est une chose qui ne plaisait pas du tout à Einstein en particulier, parce que Einstein était un réaliste convaincu. Il disait, mais qu'est-ce que c'est que cette réalité indéterminée? Et finalement, selon l'observateur, selon la mesure, on mesure de façon aléatoire, donc au hasard, entre guillemets, eh bien, gauche ou droite, ou ceci, cela. Parce que, en fait, dans la physique quantique, cette indétermination s'applique à tout. Une particule n'a pas de position définie, elle n'a pas de vitesse ou d'énergie bien définie. Elle a une probabilité d'avoir une position, une vitesse, une énergie. Il y a un flou quantique ou une indétermination quantique. Et c'est seulement au moment de la mesure que ce flou ou cette indétermination se réduit à une seule valeur. Sauf que cette valeur peut varier selon les observateurs. Donc la réalité dépend de l'observateur. Et surtout, et c'est ça que je vous dis qui déplaisait à Einstein, avant d'être observée, donc, eh bien, elle est dans un état potentiel, elle n'est pas définie. Vous voyez, c'est pas comme s'il y avait une réalité parfaitement définie, indépendante de la conscience qui perçoit. Et ça gênait énormément les scientifiques. Il faut bien comprendre ça si on veut comprendre la gêne que procure toujours la physique quantique dans le monde scientifique, parce que ça va à l'encontre d'un des credos, si vous voulez, de la science classique. Donc voilà, ça c'est l'indétermination et le principe de superposition qu'il fallait comprendre pour passer au deuxième pas, qui est l'intrication. Alors l'intrication quantique, elle, c'est la chose suivante. Vous émettez maintenant, vous avez un laser, un système laser qui émet 2 photons, chacun qui partent d'un côté. L'un va partir à gauche, l'autre va partir à droite. Et ces photons, eh bien, on va les soumettre tous les deux à un polarisateur gauche pour voir si effectivement ils sont polarisés à gauche ou à droite. Et vous voyez l'animation là qui se déroule sous vos yeux. Eh bien, voilà ce qu'on observe. Je vous laisse regarder. Donc ce qu'on observe, eh bien, c'est que en fait, chaque photon, vous voyez, choisit en quelque sorte la même option. Les photons sont donc dans des états superposés, ils sont aléatoirement à gauche ou à droite, mais si le photon qui part d'un côté décide, entre guillemets, qu'il est polarisé à droite, aussitôt l'autre va décider qu'il est aussi à droite. Vous voyez, alors, encore une image, c'est un peu comme si on avait 2 pièces de monnaie identiques, moi j'en garde une dans ma main, vous partez à quelques kilomètres d'ici, et on lance ensemble nos pièces, et à chaque fois qu'on les lance, systématiquement elles retombent sur la même chose, sur pile ou sur face. Donc on se dirait, mais quel est le tour de magie par lequel ces 2 pièces communiquent pour savoir finalement comment la deuxième sait que la première est tombée sur face ou sur pile. Donc vous voyez, c'est exactement la situation dans laquelle les physiciens se trouvaient. Et là, il y a cette fameuse controverse donc, entre Einstein et Bohr, puisque Einstein, lui, qui était un fervent réaliste, il disait non, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, c'est tout. Il y a forcément une détermination cachée qu'on ne connaît pas encore, tout simplement, on ne l'a pas découverte. Mais quand on l'aura découverte, on comprendra très bien pourquoi mécaniquement, logiquement, il y a effectivement ce phénomène d'intrication. Et bon, très bien. Et en fait, la controverse en est restée là parce que jusqu'en 1980, on n'avait pas réalisé. L'intrication était comme une expérience de pensée. On avait prévu qu'on pourrait le faire. On avait prévu ce paradoxe. On s'était dit, c'est un paradoxe. Et comme je vous dis, Einstein en avait profité pour dire paradoxe parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris et qu'il va falloir découvrir encore. Bohr disant non, la théorie est parfaite, elle est définitivement bouclée, elle est bonne. Et je vous dis, ça en est resté à l'état de joute oratoire, et jusqu'au moment où, en 1981, Alain Aspect, dans les locaux de l'École normale supérieure de Paris, rue d'Ulm, eh bien, réalise la première expérience d'intrication. Et ensuite, il affine cette expérience et il arrive à montrer par des expériences extrêmement, d'une minutie, d'une incroyable ingéniosité technique,
eh bien il arrive à prouver que effectivement les particules ne communiquent pas. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas, il n'y a pas ces fameuses variables cachées d'Einstein qui auraient déterminé en secret, si j'ose dire, le comportement des deux photons. Non, les deux photons, en fait, sont ce qu'on appelle intriqués, entangled en anglais, et ils sont intriqués, ça veut dire que finalement, ils agissent comme s'ils étaient la même entité, alors qu'ils sont séparés par une distance arbitrairement grande, parce que les Chinois ont, il y a quelques années, réalisé des expériences d'intrication avec un satellite qui émet deux photons, vous voyez, intriqués dans deux bases à terre, séparées de plusieurs centaines de kilomètres, et les photons restent intriqués. Donc c'est une intrication qui ne dépend pas de la distance. Alors, bon, évidemment, et Alain Aspect, pendant ses 40 années de travaux de recherche, n'a cessé d'affiner son protocole expérimental pour rendre encore plus visibles ces effets de l'intrication. Voilà, il a dévoué toute sa vie à cette intrication. Il aurait pu vraiment avoir le prix Nobel bien avant. Bien avant, il l'a attendu longtemps, bon, mais il le mérite absolument, absolument, vraiment. C'est en plus un homme extrêmement modeste et bon, et modeste et formidable, humainement, ce qui est toujours agréable pour un grand scientifique. Et voilà. Donc, on se retrouve avec ce phénomène qui défie complètement la représentation que la physique habituelle a du monde. Et en particulier, la notion d'espace et de temps. Vous savez, le propre de l'espace et du temps, c'est que ça sépare les objets. Quand vous avez moi je suis à Paris, vous êtes à New York, on est deux personnes séparées, c'est indéniable, puisqu'on n'est pas au même endroit. Si quelqu'un a vécu il y a 300 ans, il est différent de vous, bon voilà, parce qu'il ne vit pas à la même époque. Et si vous avez fait un tout petit peu de physique au lycée, vous avez sûrement vu tracer des axes avec X, Y pour l'espace, T pour le temps, et puis des trajectoires comme ça, et on plaçait des points, et donc chaque corps était repéré par ses coordonnées d'espace et de temps. Vous voyez, c'est-à-dire que tout phénomène était repéré par son espace et son temps, et donc tout était comme quadrillé. Le cartésianisme, c'est vraiment un quadrillage presque militaire de l'univers, en une grille d'espace-temps qui repère chaque objet, chaque événement. Et on vit là-dedans, on vit dans cette société-là. Regardez à quel point la notion de territoire est importante dans nos sociétés. Regardez à quel point la notion de temps, à quel point on produit un tourbillon de temps, de références temporelles, on est comme pris par nos montres, par nos horaires dans notre société technique occidentale. C'est pas du tout la même chose dans des sociétés des peuples premiers, qui ont une vision complètement unitaire du monde et qui sont pas du tout dans un concept comme ça cartésien d'espace-temps. Ils n'ont pas été à l'école de l'éducation nationale française, peut-être tant mieux pour eux, je sais pas. Et ils ont une autre vision. Et si vous voulez, les physiciens, alors après donc justement les scientifiques confrontés à cette énorme difficulté d'interprétation, eh bien vont proposer des interprétations. Mais ce qui est assez fascinant avec la physique quantique et l'intrication en particulier, c'est qu'elle marche techniquement parfaitement bien. L'intrication, non seulement elle est prouvée, archi-prouvée, mais en plus c'est celle qui fait fonctionner les fibres optiques, toute la cryptographie est basée là-dessus. On envisage dans le futur l'ordinateur quantique, c'est pas encore au point du tout, mais même l'électronique ordinaire, toutes les nanotechnologies, elles sont basées automatiquement sur la physique quantique et donc l'intrication. Puisque finalement la physique quantique, c'est les phénomènes quantiques se produisent à l'échelle de l'infiniment petit, à l'échelle de l'atome, de la particule élémentaire, de l'électron, du proton, etc. Donc, comme la matière est constituée de cela, évidemment, la physique quantique est partout. Par exemple, un matériau, la lévitation magnétique, c'est de la physique quantique. La supraconductivité, c'est de la physique quantique. La radioactivité, une centrale nucléaire, c'est de la physique quantique, etc. Donc la physique quantique est, comme le dit Alain Aspect, la théorie la plus fructueuse pour expliquer le monde, les constituants du monde.
Voilà, donc ça, ok, on en est sûr, c'est parfaitement incontesté. Et donc, quelque part, ça valide la physique quantique de façon irréfutable, puisqu'en physique, vous savez que c'est l'expérience qui, bien sûr, détermine qui est la dernière juge, en dernier ressort de la validité, et heureusement. Ok, mais maintenant, interprétation. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc, si la représentation cartésienne du monde en espace-temps, eh bien, s'effondre, et que la physique et que l'univers est donc non local, c'est-à-dire il ne respecte pas le principe de localité, eh bien, alors que comment le représenter? Et là, on a beaucoup d'interprétations. Alors il y en a une, qui est l'école, ce qu'on appelle l'école de Copenhague, qui dit, écoutez, nous on n'interprète pas en fait, c'est-à-dire on se contente de, voilà, on mesure des choses, on fait une théorie des probabilités de mesure des différents aspects quantiques. Voilà, on a toute une théorie mathématique qui fonctionne très bien, qui permet de produire des choses. Et voilà, le but de la physique, c'est de faire des théories pour calculer les mesures, faire fonctionner les choses. Et on s'abstient de faire de la métaphysique, qui serait donner une explication, vous voyez, de l'ontologie, on pourrait dire, de tout ça. Bon, très bien, donc ça a le mérite d'être clair et net, mais c'est un peu sec en même temps, parce qu'on a quand même envie de se poser la question de la nature du réel, si tant est que le mot réel ait un sens. Alors, je voudrais vous présenter ce soir aussi l'interprétation d'un très très grand physicien qui s'appelle David Bohm, et aussi celle de Carlo Rovelli, qui est lui un physicien moderne, toujours vivant, un chercheur extraordinaire actuel. Alors je vais commencer par celle de David Bohm. David Bohm, c'est un physicien de la deuxième moitié du XXe siècle, donc qui a connu les grands de la physique quantique, et qui est donc anglais. Et lui, qui était aussi un pratiquant spirituel, c'était un pratiquant bouddhiste, il étudiait sous la direction de maîtres bouddhistes, il s'adonnait à la méditation de façon approfondie. Et alors lui, voilà ce qu'il dit. Il dit, il y a deux niveaux de perception, on pourrait dire, dans l'univers. Il y a ce qu'on appelle l'ordre, il y a deux ordres. Il y a l'ordre explicite. L'ordre explicite, c'est ce qui est vu, c'est ce qui est perçu par la conscience ordinaire, vous voyez, la conscience mentale ordinaire. Et la conscience mentale ordinaire, c'est vrai qu'elle conceptualise tout, elle fractionne tout. Quand je commence à penser, je vais penser moi, vous, je vais forcément penser de façon dualiste. Le langage d'ailleurs est complètement dualiste. Je te vois, c'est moi qui vois quelqu'un d'autre. Donc de toute façon, on ne peut pas faire une phrase sans rentrer dans une logique de fragmentation dualiste, en fait, dans nos langues. Et voilà. Et par conséquent, la conscience ordinaire voit la fragmentation en espace et en temps. Alors que la conscience profonde, méditative, elle voit l'unité au-delà de l'espace-temps. Elle voit l'ordre implicite. Et l'ordre implicite, c'est une dimension qui est au-delà de l'espace et du temps et qui, quelque part, est, on pourrait dire, la vraie réalité, entre guillemets. Et nous n'aurions qu'une simple projection déformée, illusoire, on pourrait dire, de cette réalité dans notre conscience ordinaire. Et c'est vrai que tous les grands mystiques ou les grands méditants ont parlé d'unité, ont parlé de l'abolition du temps, de l'espace, de la séparation. Tout ça, c'était comme des concepts ou des limitations mentales qui momentanément s'estompaient dans les expériences d'éveil, d'unité avec un grand U. Donc vous voyez que là, on est dans... Donc voilà l'interprétation donc, de David Bohm. Bien. L'interprétation de Carlo Rovelli, elle est intéressante. Alors Carlo Rovelli, c'est un chercheur qui travaille à l'Université de Marseille à l'heure actuelle, qui est directeur de recherche donc au CNRS, et qui travaille sur la gravité quantique. C'est-à-dire il essaye de réconcilier la relativité et la physique quantique. Chose qu'on essaye de faire depuis des décennies, et on peine un petit peu à le faire, mais enfin il y a des avancées. Et lui, il a une interprétation de la physique quantique très intéressante. Il dit, c'est ce qu'il appelle l'interprétation relationnelle. Alors, l'interprétation relationnelle, ça revient à dire,
Finalement, nous d'habitude, on accorde beaucoup plus d'importance aux objets qu'à leurs relations. Par exemple, si vous étudiez le système solaire, vous allez commencer par décrire chaque planète, la Terre, Jupiter, ainsi de suite, et ensuite vous allez essayer de vous dire, tiens, ces planètes sont en relation, elles s'attirent, etc. Donc, quelles sont leurs relations et comment l'une va influer sur l'autre. C'est comme ça qu'on pense en général. Eh bien, lui, il dit c'est le contraire qu'il faut faire. En fait, seule existe la relation. Les choses n'ont pas d'existence en dehors des relations qu'elles ont. Oui, par exemple, dans l'histoire de l'intrication, eh bien, vous voyez bien que, en fait, par exemple, deux particules peuvent être totalement reliées entre elles. C'est-à-dire que si il se passe une chose pour l'une, il se passe la même chose pour l'autre. Donc, en fait, c'est la relation qui est plus importante que la particule elle-même. Pour reprendre aussi l'exemple de la pièce de monnaie, vous savez, qu'on lançait dans le ciel, j'ai dit, son état est indéterminé tant qu'elle tourbillonne dans le ciel. Si elle tombe dans ma main, elle est sur face, supposons. Et si elle tombe dans la vôtre, elle est sur pile. Eh bien, la relation pièce-moi, c'est face. La relation pièce-vous, c'est pile. Vous voyez, donc la relation, elle est tout à fait tangible. Alors que la pièce en elle-même, en dehors de la relation qu'elle a avec vous, elle est totalement indéterminée. Elle n'a même pas vraiment d'existence. On ne peut même pas vraiment en parler. Et c'est ça la grande avancée de Rovelli, c'est de dire il faut mettre la relation avant les entités. C'est la relation qui est première et non pas les entités séparées. Et ça, je trouve que conceptuellement, c'est extraordinaire parce que c'est exactement l'interdépendance bouddhiste, exactement, pratiquement mot pour mot, qui dit que si vous voulez, que rien n'a d'existence autonome et séparée, et que les choses n'apparaissent que par interdépendance avec le reste de l'univers. Alors l'image bouddhiste classique, c'est celle de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, il apparaît, mais il n'a pas d'existence réelle. Il n'apparaît que comme la conjonction de la lumière du soleil, des gouttes de pluie sous un certain angle. À ce moment-là, quelque chose apparaît. Et puis quand la conjonction change, eh bien il disparaît. Donc vous voyez, l'arc-en-ciel, on croit qu'il existe, si on est naïf, et en fait il n'existe pas, mais il apparaît à cause de l'interdépendance. Et ça, c'est vraiment un des fondements, des grands fondements de la sagesse bouddhiste. Et là, Rovelli, il dit pratiquement la même chose. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que Rovelli, lui, se défend beaucoup d'être spirituel. Il dit, moi, tout ce qui est spiritualité, etc., je n'adhère pas du tout. Moi, je suis un scientifique. J'étudie pas le surnaturel, j'étudie le naturel. Et il a une très belle phrase où il dit, le naturel est tellement extraordinaire, tellement stupéfiant, que je n'aurais pas trop d'une vie pour m'émerveiller du naturel. Donc, j'ai vraiment pas besoin d'aller chercher de surnaturel. Et j'adore cette façon de présenter les choses. Parce qu'effectivement, moi je suis convaincu personnellement aussi qu'il n'y a pas de division entre naturel et surnaturel, il y a juste ce qui est, et ce qui est défie complètement l'imagination, défie complètement les concepts les plus élaborés par l'esprit humain, et c'est tant mieux, c'est tant mieux. Donc voilà, deux interprétations de l'intrication. Et dans tous les cas, si vous voulez, ce qui est sûr, c'est que pour en revenir donc à l'expérience elle-même, deux particules vont se comporter comme la même chose tout en étant en deux endroits différents et à des distances arbitrairement grandes. Alors les scientifiques se sont dit, les scientifiques en restent là parce qu'ils font des observations sur des photons, des particules de lumière, ils font des expériences sur des électrons, ou des protons, des particules de matière, et ils observent le même genre de phénomène. Voilà. Et ils en restent là. Alors après, il y a les philosophes, les gens, les métaphysiciens, les spirituels, les gens spirituels qui ont commencé à dire, comme Guillemant par exemple, et beaucoup d'autres, qui ont commencé à dire, eh bien voilà, puisque ça se passe pour des atomes, ou pour des photons, ou des particules, pourquoi ça ne se passerait pas pour la conscience ? C'est-à-dire pourquoi nos consciences ne seraient-elles pas intriquées, elles aussi ? Pourquoi finalement, on ne pourrait pas imaginer que
ma conscience et celle de mon frère qui habite New York sont intriquées d'une certaine façon. Et, euh, et effectivement, tous les phénomènes de synchronicité, les phénomènes de communication à travers les espaces et les temps, hein, la médiumnité, les synchronicités et plein d'autres phénomènes qui sont de plus en plus étudiés, tendent non pas à démontrer, mais à aller dans ce sens-là, hein, à aller dans le sens que, effectivement, il y a aussi indiscutablement une intrication des consciences, comme il y a une intrication des particules. En tout cas, alors, personnellement, moi en tant que scientifique, je suis un petit peu réticent à affirmer. Je pense que c'est assez dangereux d'affirmer catégoriquement des théories de la conscience très complexes parce que finalement c'est un petit peu abusif dans le sens où c'est pas vraiment prouvé. Hein, on peut, par contre, au niveau de la spéculation, c'est une très bonne idée, hein, de dire, voilà, puisque l'intrication existe au niveau matériel, pourquoi on ne pourrait pas concevoir qu'elle existe aussi au niveau des consciences? Et voilà, la porte est ouverte à l'investigation, à la recherche, et c'est formidable de cette façon-là. Alors encore une fois, bien sûr, cette conception-là est très très proche de celle de la sagesse bouddhiste, hein, puisque finalement, eh bien, la sagesse bouddhiste nous dit exactement la même chose. Hein. Elle nous dit qu'il y a une conscience primordiale, hein, qu'on appelle parfois Rigpa, d'ailleurs dans le bouddhisme tibétain, mais elle a beaucoup d'autres noms, ou la claire lumière, et qui est, si vous voulez, les consciences individuelles ne sont que des formes de la conscience primordiale, un petit peu comme les vagues sont des formes de l'océan. Hein, donc l'océan a des vagues, chaque vague semble être, évidemment, en apparence, ça semble être une entité spécifique, hein, mais en réalité, sa nature est celle de l'eau, de la conscience de l'eau primordiale, de l'eau de l'océan. Hein, et de la même façon, donc nos consciences individuelles, il y aurait une illusion d'individualité, hein, qui perdure effectivement le temps d'une vie, qui évidemment cesse au moment de la mort, et au moment de la mort, c'est le moment de résorption, où la vague se réintègre sa nature d'eau, en fait d'océan, hein, retourne se fondre dans l'océan et dans la non-dualité. Et donc c'est pour ça que dans le bouddhisme, hein, le moment de la mort est le couronnement du chemin spirituel. C'est pas du tout une défaite comme en Occident. Du point de vue de la vague, si la vague se prend pour une entité individuelle, qu'elle s'attache beaucoup à son existence, à sa forme, alors là, pour elle, évidemment, la fin de la vague, c'est une tragédie. Mais si la vague est consciente de sa nature d'eau, eh bien, elle retourne se fondre dans la mer, hein, sa mère, grande mer, qui est l'océan. Mer dans les deux sens du mot, d'ailleurs. Donc, vous voyez, et donc, d'un point de vue bouddhiste, cette vision unitaire de la conscience est évidente. Enfin, elle est tout à fait... ça a été, si vous voulez, quand on doit demander au Bouddha quelle est la cause racine de la souffrance, hein, dans le sens le plus général du terme, il a dit c'est la fixation sur la croyance en une entité, en une existence individuelle, en un moi individuel. Donc vous voyez à quel point c'est fort cette affirmation du bouddhisme. Donc voilà, hein, vous voyez le schéma. Et alors maintenant je voudrais revenir un petit peu sur ce que disait le Dalai Lama quand il disait que le Madhyamika, que la physique quantique était presque un Madhyamika moderne, hein, c'est que la physique quantique, si vous voulez, le Madhyamika en fait a pour but de déconstruire tous les concepts qui nous limitent. Vous voyez, cette façon qu'on a de solidifier le monde en moi, en l'autre, en un temps, mon âge, mes possessions, mon nom, ma forme, toute la structure mentale qui fait qu'on se considère comme qu'on solidifie en quelque sorte notre existence individuelle, vous voyez, qu'on s'y attache, et donc c'est la source de toutes les souffrances. Et effectivement, vu notre société cartésienne hyper structurée conceptuellement, eh bien la physique quantique vient mettre un énorme coup de pied dans tout l'édifice, vraiment complet. Et malheureusement, et ça je tiens à le souligner, tout ce qui est biologie et médecine ne sont pas du tout rentrés dans l'ère quantique. C'est un peu délirant quand on y pense d'ailleurs, parce que la physique quantique
a été finalement, les équations de la physique quantique ont été complétées en 1926 par Heisenberg, et depuis, l'équation de Schrödinger, elle est là. Hein, et donc, quelque part, voilà, c'est accepté par la communauté scientifique depuis 100 ans. Et pourtant, hein, tout ce qui est médecine, biologie, etc., est resté à l'ère classique. Et c'est pour ça que les médecins, quand vous entendez des médecins parler et tout, ils nient totalement le pouvoir de la conscience, l'influence de la conscience. Ils considèrent le corps comme une sorte de mécanique, hein, qui obéit à des lois, bon, voilà, physique de l'ancien temps, la physique classique. Et donc il n'y a aucune prise en compte de ça. Et c'est ce qui explique aussi l'arrogance, vous voyez, qu'on ressent souvent douloureusement du monde de la science médicale et biologique. Alors que en physique, c'est très différent. Si vous parlez à des gens comme Alain Aspect ou à Carlo Rovelli, vous verrez que ces gens-là sont en général très modestes, parce qu'ils se rendent bien compte que ce qu'ils découvrent défie tellement l'entendement, en fait l'entendement rationnel, que voilà, il ne s'agit pas du tout de prétendre qu'on a tout compris, c'est plutôt le contraire en fait. Donc ils ont toujours un petit sourire pour vous dire, bon voilà, le monde est infiniment plus étonnant que tout ce qu'on peut en comprendre. Pour conclure cet exposé sur l'intrication, je voudrais vous faire le lien avec un dossier que j'ai fait il y a quelque temps sur le Dzogchen, la grande perfection, l'enseignement le plus élevé de la tradition tibétaine, celui qui parle directement de l'état éveillé, hein, cette grande perfection primordiale, et qui est vraiment pour moi la pratique essentielle que je fais. Et dans le Dzogchen, on parle beaucoup de cette conscience primordiale qui est Rigpa. Hein, et cette conscience primordiale est complètement au-delà de tout concept, au-delà de toute limitation, au-delà de toute limitation, donc au-delà bien sûr des concepts d'espace, de temps et ainsi de suite. Et on dit que tous les phénomènes apparents sont le déploiement magique de la conscience primordiale. Et ça, c'est très beau, cette notion de déploiement magique, parce que, si vous voulez, c'est encore l'exemple de l'arc-en-ciel que je donnais. Hein. L'arc-en-ciel, si on est naïf, on croit qu'il est solide. Hein. En fait, en réalité, il se déploie comme une apparence lumineuse, hein, impermanente. Mais voilà, c'est simplement une apparence lumineuse. Et en fait, tout le monde, y compris notre corps, notre conscience ordinaire, n'est que le déploiement magique, en fait, d'une conscience primordiale. Hein, et ça me fait étonnamment penser à la déclaration de certains physiciens du CNRS qui disent, bon, deux particules issues de la même source sont intriquées, mais en fait, puisque en science pour l'instant on adopte la croyance dans le Big Bang, eh bien, si au moment du Big Bang tout était tout est parti d'une seule source, peut-être finalement que chaque atome contient en lui-même l'information de tout l'univers. C'est une hypothèse que les scientifiques considèrent tout à fait sérieusement. Et bien sûr, du point de vue de Dzogchen, ça n'a rien d'étonnant. Ce qui est intéressant, surtout dans le Dzogchen, c'est pas tellement le discours, c'est la réalisation. Hein, c'est le fait que par une méditation profonde, on peut le réaliser directement, cela. On peut vraiment y reposer, demeurer dans Rigpa. Hein, on n'est pas simplement réduit à l'étudier de l'extérieur. C'est une expérience complètement non duale, évidemment, de conscience. Voilà, donc merci d'avoir suivi ce dossier. J'espère que ça vous a donné le goût d'approfondir le thème science et conscience. Hein, c'est toujours sur ces thèmes-là qu'en général j'interviens sur Dynamica. Et donc merci beaucoup d'avoir suivi ce dossier.